Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Bourse et Investissement sur LN24. Beaucoup d'actualités encore à commenter cette semaine, bien sûr. Et pour cela, nous sommes avec nos experts. Tara Bendo, bonsoir Tara. Bonsoir. Nos invités ce soir, Pierre Puy-Basset. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pour la financière de l'échiquier. Et à vos côtés, Eric Joly. Bonsoir Eric pour ABN AMRO. Les marchés sont-ils rassurés? Il semble que oui, après l'accord au Moyen-Orient. Le pétrole, en tous les cas, est retombé à un plus bas depuis 3 mois et demi. La Fed maintient ses taux inchangés, puis la géopolitique a mené la danse, mais les acheteurs restent, on va le voir, aux commandes. Et puis une question tout à l'heure, les ETF sont-ils victimes de leur succès? Cet engouement pour les fonds indiciels sont peut-être aussi un risque vers une crise. On va analyser tout cela ensemble, mais tout d'abord, direction les salles de marché. Et bien sûr, le Moyen-Orient a dicté le tempo cette semaine encore. Quid en Europe? Eh bien, les marchés semblent très rassurés. Analyse avec Frédéric Stenkuller de Waterloo Asset Management. Entre l'ouverture de ce lundi et ce jeudi matin, les marchés européens ont affiché une performance globalement positive, portée par un regain d'appétit pour le risque. Le principal catalyseur a été l'annonce lundi d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran, ouvrant la voie à la réouverture du détroit d'Ormuz. Cette nouvelle a entraîné une forte détente des prix du pétrole, rassurant ainsi les investisseurs quant au risque sur la croissance et l'inflation en Europe. Sur cette semaine, le Stoxx 600 progresse d'environ 0,9%, l'Eurostoxx gagne près de 2,3%, tandis que le DAX allemand affiche une hausse de plus ou moins 1,6%. Les secteurs les plus sensibles au coût de l'énergie ont signé la meilleure performance, à l'image de l'automobile, des compagnies aériennes et des banques, tandis que les valeurs pétrolières ont logiquement sous-performé. Ce mardi, Colruyt a publié ses résultats annuels. Ceci confirme une situation contrastée. D'un côté, le groupe a livré des performances financières supérieures aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 2% pour atteindre environ 11,1 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel a augmenté de plus de 15% pour s'établir aux alentours de 490 millions d'euros, soit un niveau largement supérieur au consensus des analystes, qui se situait quant à lui aux alentours de 455 millions. Au final, cette publication a été perçue comme modérément positive. Les chiffres démontrent que Colruyt exécute correctement son plan d'amélioration de la rentabilité et que le point bas des marges semble désormais derrière lui. Bien que le marché du secteur automobile était en rebond en début de semaine, mercredi et jeudi, BMW a quant à elle fortement chuté. Cette chute s'explique par un véritable profit warning bien plus sévère que ce qu'anticipait le marché. Le groupe a publié mardi soir une révision en baisse de son objectif 2026, provoquant une chute de près de 7% mercredi avec un point bas supérieur à 10% en séance. Immobel a annoncé le 17 juin la cession de Central Point, un immeuble de bureaux emblématique situé au cœur de Varsovie. L'acquéreur est Levanpol Property, un investisseur immobilier polonais. Le montant de la transaction est de 107 millions d'euros et elle est l'une des plus importantes transactions de bureaux réalisées en Pologne en 2026. Le fait que l'acquéreur soit un investisseur polonais est également intéressant. Il montre que le capital domestique revient sur le marché immobilier polonais et que les actifs de qualité continuent d'attirer des acheteurs malgré un environnement macroéconomique incertain. La semaine prochaine sera une semaine qui sera plus orientée sur les données macroéconomiques que microéconomiques. La seule grosse publication de résultats sera celle de H&M. Du côté macroéconomique, nous aurons mardi la publication des indices PMI en zone euro et en Allemagne. C'est probablement la publication macroéconomique la plus importante de la semaine car elle donnera une première indication sur la croissance au deuxième trimestre. Mercredi, nous aurons les enquêtes IFO sur le climat des affaires et la confiance des consommateurs en zone euro. Et voilà pour l'Europe. Aux États-Unis, belle performance aussi en cette fin de semaine. Et veille de jour férié aux États-Unis, belle performance notamment sur les semi-conducteurs, notamment Intel grâce à un accord avec Apple. Analyse de cette séance de cette semaine surtout, depuis New York avec Peter Tuchman. The idea that everybody is selling all their belongings to buy SpaceX, I think, was a misconception, but it will go down in history as probably one of the great IPOs. Now, more importantly, what's going on is a number of different things. This is a week that is today is the last trading day of the quarter. Even though we will have the end of the month and whatnot, today is option expiration. It's the S&P 500. It's also the Russell reconstitution. Today is the day. So everything expires today.
And so that's why you saw the sell-off you saw yesterday, because everyone needs to understand that by definition and by charter, all of these funds have allocations that they have to have very specific, like 13% of tech and 14% of software and chips and whatnot. And so even though they bought their positions in January, February, and March, the valuations of these stocks have skyrocketed so much that they are right now pretty much over their skis, and they are overvalued by percentage. And so they're going to have to cut back and slice off a little bit. And so I think that's one of the contributing factors to yesterday's sell-off is people readjusting themselves. It's a full-on readjustment of the percentage of people are in the indexes. Now, obviously, we had there's a mixed response to the new Fed chairman. The one thing that there was no ambiguity, right? Last time, if you remember, the last meeting by Jay Powell, we had an 8-4 dissent. This time it was a unanimous, whether it's true or not, or, we'll have to figure that out. But he claimed there was unanimousness as far as their decision not to change rates at all. I mean, it was more talk about a possible raise than a cut, right? But that there was a unanimous decision to stay pat where they are. It's been an extraordinary quarter, let's be clear, and an extraordinary half to the year, one of the most of all time. It's not your grandfather's stock market. It's a brand new place, right? And so we need to sort of look at it and interpret it that way. And so, but nonetheless, an incredibly exciting time to be a trader. Merci à Peter. Depuis New York, très bonne nouvelle pour l'économie avec cet accord évidemment au Moyen-Orient. Le pétrole est en forte baisse, bonne nouvelle à la pompe aussi. Les taux de devises et matières premières, analyse tout de suite avec Catherine Danse de Belfius à Bruxelles. Un vent d'optimisme s'est levé sur les marchés cette semaine avec la signature de l'accord de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ce mercredi, soit un jour plus tôt que ce qui était initialement annoncé. Les marchés anticipaient déjà un retour graduel à la normalisation du flux maritime dans le détroit d'Ormuz, mais avec un risque substantiel d'échec de négociation. Le cours du baril s'est alors effondré à l'annonce de cet accord de paix, passant sous la barre des $78 le baril. Alors que l'heure est aux réjouissants sur le marché des actions, les marchés des taux, par contre, font face à la perspective de risques inflationnistes persistants, qui pourraient signifier un maintien des taux à un niveau élevé plus longtemps que prévu. Même si le prix du pétrole ont reculé, la pression sur les stocks reste aiguë. Les réserves de pétrole se creusent et se rapprochent au fur et à mesure des semaines de seuils considérés comme critiques sur le plan opérationnel. La réunion de la Réserve fédérale de ce mercredi, présidée pour la première fois par son nouveau gouverneur Kevin Walsh, était très attendue. Le marché s'inquiétait que le gouverneur se retrouve influencé par la demande explicite de la Maison-Blanche de baisse de taux malgré le contexte inflationniste pressant. La Fed a néanmoins maintenu ses taux inchangés et Kevin Walsh a surpris par un ton résolument restrictif. Il a décrit la croissance économique comme étant solide et souligné que l'inflation était à l'heure actuelle plus préoccupante que le ralentissement du marché du travail. Bien que Kevin Walsh se soit abstenu de fournir de la guidance sur les prochaines décisions de taux, le marché a considérablement revu à la hausse son scénario suite à cette réunion. Une hausse de taux de la Banque centrale américaine est maintenant prévue dès les mois de septembre ou octobre. Alors que le scénario monétaire a été revu à la hausse aux États-Unis, la signature de l'accord de paix a eu un effet inverse en eurozone. Le marché s'accorde maintenant sur des hausses plus modérées de la Banque centrale européenne. Après une hausse de 0,25% la semaine passée, le taux directeur ne serait encore relevé qu'une à 2 fois, alors que le marché attendait jusqu'à 3 hausses auparavant. La perspective d'une politique monétaire moins restrictive de la BCE et d'une chute des prix énergétiques ont généré une baisse des taux européens à long terme. Le taux des obligations belges à 10 ans a baissé de plus de 0,15% pour passer sous la barre des 3,5%. L'évolution contrastée des anticipations monétaires de part et d'autre de l'Atlantique s'est soldée par une appréciation du dollar. Le billet vert avait initialement rebondi au-dessus des 1,16 suite aux anticipations des accords de paix, le dollar confirmant ici son rôle de valeur refuge qui tend à se retourner en cas de baisse des facteurs de risque géopolitique. Néanmoins, la surprise du ton résolument restrictif de la Federal Reserve a interrompu cette tendance et le dollar s'est raffermi sur fond d'anticipation de resserrement monétaire.
Le cours de l'euro-dollar passant ainsi sous la barre des 1,15. L'actualité géopolitique restera certainement au cœur des préoccupations de marché la semaine prochaine. De nombreuses statistiques de confiance des chefs d'entreprise devraient venir confirmer la teneur des anticipations monétaires qui se dessinent en ces temps incertains. Et voilà, il est temps de faire réagir nos invités en plateau. Pierre Puboisset pour la financière de l'Échiquier. C'est vrai, voilà, on a vu vraiment les bourses dans le vert en cette fin de semaine suite à cet accord, bien sûr, au Moyen-Orient. Le pétrole qui chute. Tout semble aller pour le mieux. Les marchés sont rassurés ? D'une certaine façon, même si je pense que tout le monde sait qu'il y a 60 jours de négociations, qu'il y a pas mal de choses. Ça, il y a encore 2 mois. Ça peut basculer. Ça peut basculer. On est quand même habitué à pas mal de volatilité. Mais c'est vrai que cet accord semble un peu plus sérieux que ceux qui avaient été préannoncés précédemment. Et puis, il commence à y avoir des tankers qui repassent le détroit d'Ormuz. Donc, pour l'instant, c'est gratuit pendant 2 mois. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une dizaine de tankers. Ça ne va pas changer les équilibres du marché pétrolier. Alors tout de même, parce qu'il y a un tanker français qui est passé notamment, donc le trafic commence à reprendre. Oui, mais je rappelle, le monde consomme à peu près 100 millions de barils jour, et a priori, il y a 10 millions de barils qui sont passés. Donc, je dirais que ça ne change pas forcément les grands équilibres, d'autant plus que les stocks sont à des niveaux qui sont relativement faibles. Et en fait, il faut quand même que, je dirais, le trafic réaugmente rapidement. Et notamment les stocks américains. Les stocks américains, les stocks chinois, beaucoup de stocks ont été utilisés en fait. Éric Joly, c'est vrai que cet accord vous semble sérieux, c'est bon pour l'économie à moyen terme, à long terme, vous pensez, ou il y a encore un risque ? Je pense effectivement qu'il y a toujours le risque. En tout cas, ce qui est important à très court terme, c'est l'évolution des futurs sur le Brent. Et là, clairement, on voit que les prix à terme sont revus à la baisse. Donc, ça montre bien qu'il y a... Le prix le plus bas depuis 3 mois, plus Exactement. ou moins. Donc, ça montre bien qu'il y a de la confiance. Mais bon, il faudra voir comment ça va se réaliser en réalité. Parce que, n'oublions pas, Pierre vient de le dire, il faut que les stocks se remplissent à nouveau. Donc voilà. Alors c'est en baisse, mais le baril reste quand même bien au-dessus, évidemment, de ce qu'il était juste avant la guerre. Je pense que ce sera extrêmement difficile de retrouver des niveaux d'avant-guerre. Nous, on tape par exemple sur un prix moyen pour 2026 de $85 le baril. Avant la guerre, on était plutôt à 60, 65, quelque chose comme ça. 65. Donc, je pense que pour la deuxième partie de l'année, si tout va bien, on sera aux alentours de 70, 73. Mais quand même au-delà de ce que l'on payait avant. Et pour les taux, parce qu'on a parlé des taux, on a eu aujourd'hui, hier plutôt, la première fois le discours de Kevin Warsh. Quelles sont vos perspectives d'évolution pour les taux européens et pour les taux américains ? Commençons peut-être par les taux aux États-Unis. Kevin Warsh, très attendu son discours. Parce que Donald Trump souhaitait qu'il les baisse les taux, mais il ne les a pas baissés. Non, mais je pense que c'est son premier discours. Il ne pouvait, à mon avis, il ne pouvait faire autrement que de ne rien faire. On a un graphique qui sont sur vos perspectives d'évolution que vous avez amenées. Écoutez, pour les taux US, il y a 2 choses. Tout d'abord, on pense que l'inflation aux États-Unis, qui se trouve à des sommets relativement élevés, risque d'avoir déjà touché son plus haut. Donc ça, c'est une première chose. Donc de notre côté, on voit que pour l'instant, côté création d'emplois, que ça ne va pas très bien aux États-Unis. Nous, on pense que d'ici la fin de l'année, le taux de chômage pourrait se situer aux alentours de 4,60. C'est pour ça que les taux vont baisser. C'est ça. Donc, la courbe jaune qu'on a vue qui allait baisser en fait à terme. Exactement. On pense que la Fed, en décembre, va abaisser ses taux directeurs. Et la BCE va suivre. La BCE, là on prévoit, parce qu'ici la situation est quand même un peu plus compliquée et complexe, on a eu la première hausse des taux, on pense qu'il y a encore 25 points de base qui vont se rajouter, après quoi, dans le courant de 2027, là aussi. Donc différence entre l'Europe et les États-Unis, quoi. Plutôt oui. Poursuite de la hausse en Europe et baisse progressive aux États-Unis pour 2026-2027, voilà. Ouais.
Pierre Pubasset, sur la question des taux, voilà, vous voyez cette même perspective, on va dire. Nous, on trouve que déjà, on ne comprend pas trop l'attitude de la BCE. On se demande même s'il n'y a pas une erreur qui ressemblerait à celle qu'a eu l'administration, la BCE sous Trichet entre 2008 et 2011 avec des remontées de taux à contretemps. Je trouve qu'on est tous un peu interloqués en fait par cette remontée de taux de la BCE dans un environnement macroéconomique européen qui est quand même... je dirais mitigé, et donc on aimerait bien que la BCE revienne sur une attitude plus constructive en fait, et finalement qu'il n'y ait même plus de nouvelles hausses de taux, même si ça ne correspond pas trop au message qui est délivré par la BCE. Quant aux États-Unis, je dirais on partage, je dirais dans l'ensemble le message que nous donne Eric. Effectivement, Warsh, on le sait, il a été nommé par Trump pour baisser les taux, mais Warsh est quand même quelqu'un qui a plutôt une identité de faucon. En fait, historiquement, quand il était membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, il était plutôt expliquer prudent. un peu aux téléspectateurs la différence entre les faucons et les colombes dans le jargon financier. Oui, alors les faucons, c'est d'une certaine façon ceux qui sont un peu stricts. Enfin, je dirais que les faucons européens, ce sont probablement les Allemands qui sont probablement derrière cette politique de remontée de taux de la BCE, d'ailleurs, aujourd'hui. Et les colombes sont ceux plus qui sont pour baisser les taux. Enfin, en deux mots, on parle... Enfin, c'est un résumé très, très rapide de ce que c'est, mais en deux mots, le faucon monte les taux, est très prudent, et la colombe est plus accommodante et plus tentée de baisser les taux. Eh bien, on va passer tout de suite à l'actu portefeuille. Alors, Éric Joly, bien sûr, l'investissement, c'est à moyen, voire long terme, parfois très long terme. Mais tout de même, vu les nouvelles informations qui nous arrivent, cet accord signé à la fin de la guerre, probablement au Moyen-Orient, le pétrole qui baisse, est-ce qu'il y a ou il va y avoir des arbitrages de votre côté? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt in, plutôt out, qui rentrent, qui sortent? Oui, il y a eu pas mal d'arbitrages ces derniers jours. Tout d'abord, on a quand même décidé de prendre partiellement nos bénéfices sur les pays émergents. Pourquoi? Belle performance, d'une part. D'autre part, en termes de valorisation, les émergents sont devenus chers par rapport à ce que l'on paye pour l'Europe, pour le Japon. Vous parlez notamment de la Chine, vous parlez Asie Japon, l'Asie en général. Chine, Corée. Donc Japon, c'est quand même devenu plus 11% cette semaine sur le Nikkei. 11%. Exactement. Parce que le détroit d'Ormuz les bloquait particulièrement. Oui. Donc ça, c'est un premier move qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On a réinvesti en actions. On était, par rapport à nos benchmarks internes, légèrement sous-pondérés sur les pays développés. Et là, on a quand même renforcé, on est maintenant neutre, mais on a renforcé nos positions sur les États-Unis. Pourquoi? Tout simplement, on a vu que quand on prend, par exemple, les résultats. On a vu encore les semi-conducteurs en cette fin de semaine, de très bons résultats. Oui, mais ça ne se limite pas qu'aux semi-conducteurs. Vous savez, il y a 11 secteurs dans le S&P 500. 10 secteurs ont fait mieux qu'attendu par les analyses. Donc, on a renforcé les États-Unis. Et alors, vous allez probablement demander, mais qu'est-ce que vous avez acheté? Ça peut peut-être vous étonner un peu, mais on s'est quand même dit, on rachète un peu dans le secteur de l'IT. Donc ça, c'est pour la partie action. On a également fait un move sur l'or. On a décidé... Prise de bénéfices aussi, là? Un peu de prise de bénéfices. On reste convaincu qu'il faut avoir une poche d'or dans nos portefeuilles. Mais bon, pour l'instant, on s'est dit, voilà, prenons un peu de bénéfices et on verra bien. Pierre Pubasset, de votre côté, pour la financière de l'échiquier? Moi, je vais prendre comme exemple un fonds diversifié qui est un mix donc d'actions et d'obligations d'entreprise. Donc effectivement, on a remonté, mais alors c'est un mouvement en fait depuis le mois de mars. On avait une exposition. Alors c'est un fonds généralement qui oscille entre 0 et 50% sur son exposition action. On était à 19 au mois de mars, 19%. Aujourd'hui, fin mars, on était à 24. Donc début mars 19, fin mars 24. Aujourd'hui 29%. On a sélectionné des titres qui nous semblent pouvoir bénéficier en fait de la réouverture. Donc
Qui sont les gagnants, justement, par exemple? Probablement des sociétés cycliques, des sociétés qui ont été particulièrement pénalisées par le renchérissement du prix de l'énergie, etc., etc. Donc, entre autres, par exemple, le transport aérien, ça nous semble être un bon exemple. C'est un compartiment sur lequel on s'est repositionné. Et sur la poche obligataire, en fait, alors qu'on avait quand même une poche de cash qui était relativement élevée, puisqu'on avait 7% de cash au sein du portefeuille début mars, on n'a plus que 1% de cash et on a fait remonter en fait notre exposition sur la poche obligataire de 62 à 66, tout en faisant remonter au sein de cette poche obligataire que des actifs plus dits risqués, donc du high yield, des subordonnés, qui sont passés de 15 à 25%. Donc c'est un peu compliqué, mais en 2 mots, c'est de la reprise de risque. En fait, c'est il y a un retour vers le risque, évidemment. De façon raisonnable, je vous l'ai dit, généralement l'exposition action peut monter jusqu'à 50. Bon, traditionnellement, quand on est très exposé, on est plus à 40. Aujourd'hui, on est à 29, alors qu'on était sous 20%. Donc, on voit bien le mouvement. C'est un mouvement de reprise de risque. Eh bien, merci à tous les deux pour cette analyse. Tara, on va parler du numéro 1 mondial de la bière, un géant qui a ses racines ici, à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles. C'est AB InBev, et bien sûr, il y a certainement, avec ce géant belgo-brésilien, oui. un effet Coupe du Monde aussi. Oui, alors il faut savoir que le cours de bourse souffrait depuis une dizaine d'années. On le voit en 2016, après le rachat de SAB Miller. Ouais, gros endettement. Gros endettement. Et en fait, maintenant, si vous voulez, AB InBev a carrément un quart de part des marchés, loin devant Heineken qui est en deuxième position avec 10-12%. Donc une bière sur 4 carrément dans le monde début, c'est une AB InBev. Alors il y a les marques très connues, Budweiser, Stella Artois, Corona, Leffe ou Beck's. Il faut savoir que son business model, c'est un effet de levier logistique parce qu'il y a les marques. On vend plus de 500 millions d'hectolitres dans le monde, dans 150 pays. Et alors, ce qui permet d'avoir ces différentes marques, c'est aussi différentes brasseries avec un réseau mondial et des contrats exclusifs. Mais surtout, en fait, ils produisent localement, mais ils centralisent les achats au niveau global. Donc, alors ils intègrent les marques, ils améliorent les marges, on passe de 25 à 30%. Ils ont réussi maintenant à élever donc leurs marges, à se désendetter également. Il y a une nouvelle stratégie aussi maintenant, c'est le sans-alcool, les boissons aromatisées, un nouveau marché. Il faut savoir aussi que AB InBev, évidemment, qui est présent dans le monde, parce qu'à New York, une Bud Light coûte $3, à Jakarta, une Bintang locale, c'est 1,80, à Londres, une celle-là, c'est $4,50. Ça reflète les différentes taxations de pouvoir d'achat. Mais AB InBev, maintenant, maîtrise cet arbitrage mieux que quiconque au niveau mondial, parce qu'ils ont des brasseries locales, des ingrédients régionaux, mais des marques globales. Alors, évidemment, la Coupe du Monde, c'est un véritable moteur de croissance, parce qu'il y a deux marques qu'on connaît très fort. Budweiser, c'est l'américain à la base. C'est un partenaire américain, mais qui est partenaire historique de la FIFA. Et puis chez nous, en Belgique, plus proche, Jupiler, qui est le partenaire de l'équipe nationale belge. Il faut savoir qu'à chaque goal, évidemment, il y a des hausses de consommation. Si c'est un match qui est gagné, c'est encore des tournées en plus. Alors, il faut savoir, quand on le voit, qu'ils ont souffert, évidemment, leur graphique de la hausse des matières premières, l'orge, l'aluminium, l'énergie, et l'endettement post-SAB Miller, mais le désendettement avance, les marges augmentent. On voit maintenant aussi que le cours de bourse remonte. Objectif de cours moyen des 25 analystes qui suivent l'action, c'est 78 €. Mais la bière reste quand même un produit de première nécessité malgré tout. Et alors, on n'arrête pas de boire ou de faire la fête, même pour 10 cents de plus, que ce soit avec ou sans alcool. À chaque but, la consommation explose. On espère que les diables vont marquer beaucoup de buts dans ce mondial. On marque une petite pause et puis on revient juste après avec notre débat. Les ETF ou trackers sont-ils victimes de leur succès? On en parle juste après ceci. À tout de suite. Les fameux ETF sont-ils victimes de leur succès? Simple, peu coûteux et largement diversifié, ces fonds indiciels ont littéralement révolutionné l'investissement pour des millions d'épargnants, c'est facile, mais cette révolution financière n'est-elle pas en train de créer quelque part les conditions de la prochaine crise des marchés? On va l'analyser. Concentration croissante sur quelques géants de la cote, illusion de diversification, amplification des mouvements boursiers. Certains observateurs s'interrogent aujourd'hui sur l'influence grandissante des ETF dans la construction des indices, voire même la modification des règles d'indices pour intégrer plus rapidement les géants, comme on l'a vu la semaine dernière, SpaceX. C'est vrai que les ETF, c'est facile quelque part pour investir. Tara,
vous nous dressez le cadre quelque part avant de commencer ce débat. Alors, un ETF ou un tracker, Exchange Traded Fund, c'est un fonds indiciel qui est échangé sur la bourse. Ça permet à tout investisseur très facilement d'avoir un panier d'actions qui peut échanger pendant les heures de cotation en bourse. Alors souvent, ce soit sur Euronext, Bruxelles, Paris, Amsterdam ou aux États-Unis sur le NYSE, on peut ainsi acheter un panier. Alors ceux qui sont les plus connus, c'est les ETF sur le SP500, qu'on appelle entre autres le SPY, SPY pour l'abréviation pour le ticker. Donc ça reprend vraiment le les SP500 500 plus grandes sociétés ou le Nasdaq ou le MSCI World. Ouais. Alors 3-4 acteurs sont vraiment devenus spécialistes dans ce marché. Le plus connu, c'est BlackRock. J'ai pris un deuxième tableau où on voit, premier tableau plutôt, où on voit les parts de marché de chacun. Je pense que BlackRock a 40% de parts de marché, avec en effet les ETF qu'on appelle les iShares. Évidemment, vous trouvez ces iShares très facilement. C'est pas géré activement, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on achète vraiment l'indice. Et ce qui est très simple, c'est qu'en fait, les frais sont très bas. Pour les plus gros indices mondiaux, on est avec des frais de 0,05, 0,7, 0,3% par an. C'est vraiment infime, voire minuscule. Et donc, on a vraiment une réplication quasiment identique à ce que fait l'indice. Alors, il y a deux types de réplication. Réplication physique, réplication synthétique. Réplication physique, ça veut dire que votre émetteur, que ce soit BlackRock, Amundi, DES ou Vanguard, achète les actions, les détient. Et donc, chaque fois, en fonction du volume, achète et vend en fonction des entrants et sortants dans le fonds. Et puis, synthétique, ça veut dire qu'en fait, avec des produits dérivés, on réplique exactement la performance de l'indice. C'est un marché maintenant qui est impressionnant puisqu'on dépasse les 22 000 milliards de dollars en général. 2026, évidemment, ça devient aussi l'année où tous les petits épargnants, maintenant de plus en plus sur les plateformes, achètent beaucoup d'ETF, que ce soit sur Robinhood à l'étranger ou sur Kittrade en Belgique ou Rebel ou autres applications bancaires. Très facile d'acheter un ETF et d'avoir dans son portefeuille être exposé aux 500 plus grandes valeurs américaines ou aux 1400 valeurs qu'on retrouve dans le MSCI World. Un hit parade qui peut varier évidemment. Sauf que, oui, par exemple, le problème c'est que quand on prend cet ETF, par exemple l'ETF Monde, parce que souvent j'ai vu cette semaine un tweet qui me faisait rigoler parce qu'on disait voilà, arrêtez de copier ce YouTuber qui est un connard qui simplement réplique et empile les ETF et qui en fait se dupliquent entre eux. Ouais. Et c'est vrai que quand on prend par exemple un ETF 500 avec un SP500 plutôt avec le MSCI World, eh bien on a souvent des doublons. Parce que par exemple le MSCI World prend la capitalisation mondiale et quand on prend le MSCI World, eh bien 70% des valeurs, ça dépend en fait de lesquelles on prend, mais souvent entre 60 et 70% des valeurs sont les valeurs américaines. Oui, et dedans, il y a une surpondération peut-être. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est là souvent qu'est le souci. Ouais. Deuxième problème aussi, on l'a vu avec l'IPO de SpaceX la semaine dernière, et ça va encore arriver. Deux entreprises, Nasdaq et FTSE pour ne pas le nommer, ont modifié les conditions d'entrée dans un indice pour pouvoir intégrer SpaceX. Et là, tout le marché s'est posé la question, pourquoi ? Alors qu'en général, il fallait attendre un an, il fallait être rentable. Cette entreprise qui n'est pas rentable, qui n'a pas attendu un an, a été intégrée directement. Oui, qui du coup a éjecté d'autres entreprises. Évidemment. Et du coup, alors, il y a eu beaucoup d'arbitrage. On voit qu'il y a beaucoup de volume ces derniers jours et qu'il y en aura encore. Parce que justement, il faut intégrer cette valeur qui pèse très lourd, qui est devenue la 4e ou 5e capitalisation mondiale devant Amazon. Et donc, il faut qu'on vende un petit peu d'NVIDIA, on vend un petit peu d'Amazon pour pouvoir intégrer SpaceX dans son portefeuille. Même si on ne veut pas, on a un ETF, eh bien on aura du SpaceX dans son portefeuille. Pierre Pubelcet, finalement, les ETF pour le grand public, ça semble être la solution la plus facile pour investir. Voilà, on a un panier sans devoir faire du stock picking, comme on dit. Voilà, choisir des actions, peut-être se tromper. Et là, on a quelque chose qui ressemble vraiment à une sorte d'image des plus grandes entreprises du monde, voire américaines. Ça semble la solution la plus facile ? C'est une réplication de l'indice, donc je dirais ça a l'avantage de performer
comme les indices. Maintenant, je dirais, c'est comme toutes les propositions, et ça a des qualités et probablement ça a des défauts. C'est-à-dire que, quels sont les défauts alors justement? Je pense que le principal défaut que je vois, c'est que finalement, dans un marché baissier, la capacité d'adaptation que peut avoir un gestionnaire actif, qui est d'aller sélectionner des titres probablement qui vont avoir moins de volatilité à la baisse, ou du moins baisser dans des phases de consolidation, c'est une capacité que n'a pas l'ETF. L'ETF va rester exposé exactement sur la même liste de titres, et donc probablement être pénalisé dans ces phases-là. C'est vrai que c'est probablement la contrepartie des stratégies qui sont avantagées dans des phases haussières, parce que finalement, elles ont en plus la capacité d'avoir des surexpositions. C'est plus compliqué quand ça baisse, évidemment. Voilà, c'est plus compliqué quand ça baisse. Donc je pense que dans les phases haussières, ça a l'air d'être parfait. Et puis d'autant plus que les fonds que peuvent acheter les particuliers en Europe doivent respecter une réglementation qui impose en fait de limiter les pondérations selon un certain nombre de règles, ce qui n'est pas le cas sur les ETF. Donc il y a un plus, il y a du plus, il y a du moins. Je pense que, encore une fois, nous, la financière de l'échiquier, on est des spécialistes de la gestion active. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose, évidemment. On y croit beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail qui est fait pour sélectionner les titres. Voilà. Donc il y a ces deux approches. Moi, je pense que d'une certaine façon, probablement, elles sont complémentaires. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on va voir nos partenaires. Les deux approches sont souvent utilisées conjointement. Alors, Éric Joly, c'est vrai que la gestion active, finalement, ça permet de s'adapter aussi à la situation, peut-être bien plus vite qu'un ETF, comme on l'a dit. D'accord, mais ce n'est pas toujours aussi facile que de créer de l'alpha pour le client. L'alpha, c'est du rendement, pour le dire. Exactement. Le bêta, la volatilité, et l'alpha, la surperformance. Donc, je prends un exemple. Admettons, vous avez parlé du S&P 500, qui comprend les 500 valeurs les plus importantes aux États-Unis. Pour faire mieux que l'indice SP500, donc de l'alpha, comment il faudrait faire? Oui, mais je vais le tourner autrement. Admettons qu'à côté du tracker, vous avez la capacité d'acheter 498 titres, sauf Alphabet et Apple. Je vais vous dire, depuis le 1er janvier, si vous n'aviez pas ces deux titres-là, ça vous coûterait 1,50 points de pourcentage. Pour vous dire donc de rendement par rapport à l'indice. Ça veut dire que le rendement est vraiment concentré dans quelques actions, c'est ça que ça veut dire? C'est l'inconvénient aujourd'hui, surtout pour les États-Unis, on le sait, c'est très concentré. Au niveau de la tech. Mais ça veut dire que pour les gestionnaires actifs, ce n'est pas évident de créer une valeur pour les clients. Est-ce que, moi j'ai rapporté un deuxième graphique où en fait, tout doucement, depuis quelques temps, on voit apparaître de plus en plus, avec succès, des ETF actifs. Alors, les ETF passifs, on a vraiment juste la réplication simple. Et là, des ETF actifs, des trackers où l'émetteur, quand même, essaye justement de surpondérer un peu plus les ETF, où c'était le graphique suivant. Si c'est là, c'est le succès des ETF qu'on voit qui a fort progressé en actifs sous gestion, les AUM, Assets Under Management. Mais le graphique suivant, celui-ci, on voit qu'il y a de plus en plus d'ETF actifs qui sont lancés. Pourquoi ? Justement, pour essayer de faire mieux que les actifs, que les ETF passifs. Et là aussi, on a quelques chiffres. Sur les 6 premières semaines de l'année, je parle de la situation aux États-Unis, on a constaté que la performance des ETF actifs était à concurrence de 53% supérieure par rapport aux trackers passifs. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des trackers actifs avaient sous-pondéré l'IT. Par la suite, l'IA est revenue en force et donc sur les dernières semaines, on constate que la surperformance des trackers actifs, il y a plus ou moins un quart des trackers actifs qui parviennent à surperformer le passif. Donc c'est vraiment des bêtes qu'il faut prendre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens aussi se disent bien une chose, c'est que si en fait souvent on met dans le portefeuille, mais même les gestionnaires mettent des ETF dans le portefeuille, c'est parce que battre le SP500, à long terme, ce n'est pas possible. Quasiment aucun gestionnaire ne sait le faire. On ne bat pas le marché, quoi. C'est difficile. C'est très difficile et je pense que dans un portefeuille bien diversifié, pour moi, la base pour commencer, c'est des trackers. Et puis, vous rajoutez une couche, vous dites, voilà, on va acheter quelques fonds spécialisés. Et puis, la troisième couche, ce sont des lignes individuelles. Parce qu'avec des convictions. Là, avec des convictions.
Non, tout le monde n'a pas les moyens de se diversifier. Et donc, si on n'a pas les moyens, le tracker, c'est un très bon élément. C'est quand même un marché quand même qui s'est fort développé, parce que maintenant, on voit, par exemple, sur certains indices, il y a plus de trackers que d'actions. Comment est-ce qu'il faut trouver son chemin là-dedans? Mais je pense qu'il faut faire attention. Parce que si vous achetez un tracker, il faut aussi acheter de la liquidité. Et donc, si vous creusez un peu, il y a je ne sais pas combien de trackers sur l'indice DAX, par exemple, il y en a certains où, journalièrement, il y a un échange de 100, 200 trackers. Donc, ça, c'est quelque chose à éviter. Donc, si vous achetez un tracker, faites bien attention à la liquidité. Ouais, puis après, si on prend un cas très pratique, voilà, on a 10 000 € à investir. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Investir une partie en ETF, en gestion active, en stock picking? Comment on fait? Je pense que si on a le privilège d'avoir un contact avec un spécialiste, je pense que déjà, il faut lui faire confiance, tout en ayant défini de façon très très claire son objectif du long terme, du court terme, le risque qu'on est prêt à prendre. En fait, je pense que la réponse est complexe et plus longue que le temps que l'on a. Mais c'est vrai que moi, je vais vous dire que je continue à préférer la gestion active. Je pense qu'elle permet en plus de s'exposer sur des thématiques particulières, parce que c'est vrai que beaucoup de maisons de gestion active ont aussi développé des gestions dites thématiques. Il y a des ETF thématiques aussi. Alors, il y a des ETF thématiques, mais alors ce que l'on voit effectivement sur les ETF thématiques, et je peux parler du cas du spatial, puisque la financière d'échiquier est très connue pour un fonds qui s'appelle Échiquier Space. Vous étiez le premier en Europe à lancer ce fonds. En gestion active. Mais il y avait quasiment, même en ETF, il n'y avait personne qui était présent. Il y avait quasiment personne, et très peu de valeur aussi. Voilà. Et d'autre part, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, derrière ces ETF, il y a beaucoup de risques sur des territoires comme ça, ou des univers de valeur qui ne sont pas très matures, avec beaucoup de sociétés qui ne sont pas rentables. En fait, on va avoir une surreprésentation de ce genre d'entreprise. Alors, quand les marchés sont dynamiques, ça monte beaucoup, et c'est vrai qu'on voit que les ETF surperforment la gestion active. Peut fonctionner mais dans des marchés qui se replient, ça peut être très très compliqué. Finalement, ces expositions-là peuvent être très très coûteuses et entraîner des sous-performances très très importantes. Donc finalement, c'est deux propositions qui sont un peu différentes. D'un côté, on délègue à des spécialistes l'allocation du risque. De l'autre, finalement, on achète le risque de l'indice, je dirais, et on se fait embarquer finalement sur quelque chose qui n'est pas vraiment maîtrisé par le gestionnaire, sauf dans le cas peut-être des ETF actifs, où bien sûr on se rapproche un peu de la notion de gestion active. Éric Joly, vous avez amené un tableau avec des différents types d'ETF très spécifiques. Qu'on va voir tout de suite, c'est le premier graphique. ETF à levier, ETF inversé, ETF illiquide, les ETF thématiques. Pour que les gens comprennent bien, parce que ce sont des ETF très spécifiques, qu'on utilise seulement dans certains cas spécifiques. Mais ce sont, je vois un niveau de risque très élevé jusqu'à élevé, ce sont des trackers qui ont un caractère assez spéculatif. Donc, à levier, c'est x2 par exemple. Vous achetez un tracker sur le DAX monte de 1%, s'il y a un levier de 2, au lieu de monter de 1%, vous montez de 2%. Par exemple. Sur un indice ou sur une action, parce que j'ai vu cette semaine qu'on lançait également des ETF sur SpaceX, justement, x2 par exemple. Oui. Ici, levier inverse, on peut dire, voilà, la performance inversée du DAX ou du BEL 20. Oui, le BEL 20 monte de 1%. Si vous avez acheté un tracker inverse, voilà, vous allez perdre de l'argent. Hein. Comment ça fonctionne concrètement? C'est une sorte de pari sur le gain, en fait. Non, c'est aussi une façon d'hedger vos portefeuilles. Si vous achetez des trackers inverse, c'est une façon, vous pouvez éventuellement acheter, pour vous protéger, vous pouvez acheter un put, mais ça c'est quand même une matière très spécifique, et donc c'est une possibilité qui est assez facile, somme toute, pour vous couvrir. Mais donc, si on n'a pas de portefeuille à couvrir, c'est de la spéculation. Ah, là, c'est la pure spéculation, effectivement. Et les ETF illiquides et thématiques? Oui, illiquide, ça on l'a déjà abordé brièvement tantôt. Il faut quand même faire attention. Un tracker, en principe, est liquide, mais le sous-jacent que vous achetez ne l'est pas nécessairement. Je prends un exemple. Sur le BEL 20, S&P 500, liquidité n'a aucun problème. Par contre, je peux m'imaginer, vous achetez un tracker sur le high yield. Ou sur le Vietnam.
Ou sur le Vietnam, s'il y a beaucoup de gens qui vendent, l'émetteur du tracker va devoir rentrer en action, ce n'est pas sûr qu'il va bien pouvoir vendre sur le marché ce que vous avez envie de vendre. Donc, illiquidité, c'est quand même aussi un risque moins élevé par rapport au tracker à levier ou inverse, mais quand même thématique. Ça, c'est vraiment, ça rejoint un peu, ça c'est une gestion de conviction. Donc un tracker sur le spatial. Pierre Pubassé, c'est vrai qu'il y avait une notion plus de risque dans ce qu'on vient d'expliquer. Non, mais moi je voulais parler du coût, parce qu'on dit souvent que les ETF ont une gestion qui est extrêmement faible, ce qui est tout à fait juste. Mais en fait, ce qu'on oublie de préciser, c'est que quand vous l'achetez sur le marché. Et donc, vous devez l'acheter à un certain prix, le prix de l'offre ou le prix de la demande. Et comme le dit très bien Eric, sur des trackers peu liquide, en fait, ce fameux spread, donc cet écartement, ou du moins le prix auquel vous allez pouvoir l'acquérir, vous allez pouvoir le céder, peut être très très différent ou s'écarter de sa vraie valeur, en fait. C'est-à-dire, à la différence d'un fonds de gestion active qui est valorisé, certes, une fois par jour, mais que vous achetez à sa valeur réelle à l'instant où vous l'achetez. Ouais, donc, pour conclure, ETF, vous n'êtes pas convaincu? Je pense qu'il est priorité à la gestion active. C'est dépassé de plus être convaincu. Je dirais que ça a une utilité, encore une fois, mais je pense que c'est comme tout, pas d'excès, ça peut servir à des diversifications sur des territoires, etc., etc. Mais quand on connaît des bons gérants actifs, je recommanderais de faire confiance à la gestion active. On est bien d'accord. Eric, vous aviez apporté un dernier graphique, le deuxième graphique avec la situation macroéconomique en Europe comparé aux États-Unis, au niveau du PIB et de l'inflation. Oui. Il y a une nouvelle solution, entre guillemets, qui vient de sortir sur les ETF MSCI. On parle de pourcentage par rapport au PIB mondial plutôt que par rapport au poids boursier. Donc les États-Unis, au lieu de peser 70%, on peserait plus que 25%, par exemple. Ce serait une solution d'avoir des pays plutôt équipondérés? Tout dépend de votre vision sur l'économie mondiale. Et nous sommes convaincus que les États-Unis vont continuer à mieux performer que l'Europe. D'ailleurs, vous le voyez, il y a beaucoup de chiffres, mais donc il faut regarder 2026. On s'attend maintenant à ce qu'il y ait une croissance quand même de 2,20, 2,30 aux États-Unis contre 0,80 dans la zone euro. L'inflation est un peu plus élevée aux États-Unis, mais ce n'est pas bien grave parce que la croissance est beaucoup plus importante. Donc, on estime que pour l'instant, il convient quand même de surpondérer les États-Unis dans les portefeuilles. Mais ce que vous venez de décrire, qui sont surpondérés naturellement aussi dans les ETF finalement. Effectivement, oui. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux pour cette analyse, ce débat sur les ETF. On va passer tout de suite à l'actualité des cryptos. Et les cryptos qui voient peut-être la fin de leur hiver arriver. Analyse de l'actualité en moins de 2 minutes. Et tout d'abord, une bonne nouvelle pour les fans de Bitcoin. Selon Geoffrey Kendrick, analyste chez Standard Chartered, l'hiver crypto est terminé. Le Bitcoin aurait touché son plus bas à 59 000 $ début juin et rebondit fortement. L'analyste estime que le printemps crypto est arrivé et prévoit même un Bitcoin à 100 000 $ avant la fin de l'année. 2 éléments expliquent cet optimisme. Selon lui, la fin de la pression liée à l'introduction en bourse de SpaceX et l'espoir d'un accord de paix pour les États-Unis et l'Iran qui devrait donc stabiliser, on le sait, les marchés. Après une chute de plus de 50%, le Bitcoin pourrait donc repartir à la hausse. Dans le même temps, Michael Saylor, le grand défenseur du Bitcoin, a attaqué fortement Ethereum. Selon lui, la confiance dans l'Ether s'est effondrée. Il explique que l'Ethereum n'arrive pas à devenir une vraie monnaie comme le Bitcoin. Pour Saylor, Ethereum reste une blockchain utile, mais ce n'est pas une réserve de valeur. Face à la concurrence de Solana et d'autres, le Bitcoin domine aujourd'hui 70% du marché crypto. Attention cependant, Saylor parle de confiance alors que sa propre société Stratégie vient de vendre une partie de ses bitcoins, à prendre bien sûr avec des pincettes. Autre actualité importante, Binance pourrait bientôt fermer ses services en Europe. Et oui, dès le 30 juin, la réglementation MiCA impose un permis obligatoire. La demande du géant risque d'être refusée par les autorités grecques. Avec plus d'1,2 million de clients en France et en Belgique, la plateforme la plus utilisée par les Européens pourrait donc devoir arrêter ses activités sur le vieux continent.
Les utilisateurs seront invités à retirer leurs cryptos vers des plateformes agréées et Binance affirme tout faire pour obtenir l'autorisation en attendant. Mais le compte à rebours est lancé, donc si vous avez des fonds chez Binance, suivez l'actualité de près et ne laissez pas vos cryptos bloqués. Enfin, petite info insolite lors de l'UFC Maison Blanche, événement exceptionnel de l'UFC organisé le 14 juin 2026 sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et l'anniversaire du président Trump. On a appris que certains combattants recevront une partie de leur prime en crypto. Il s'agit de la stablecoin USD One émise par World Liberty Financial, l'entreprise de la famille Trump, un mélange inédit entre sport, politique et finance qui en dit long sur le moment que traversent les crypto-monnaies. Et voilà pour toute l'actu de la semaine niveau crypto. On marque une petite pause et puis on revient à vos questions de téléspectateurs, à nos spécialistes en plateau. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Parlons Cash avec vos questions de téléspectateurs à nos spécialistes en plateau. Et c'est Olivier de Woluwe qui nous demande « J'ai sauté le pas, j'ai acheté des actions SpaceX, nous dit-il. Mais maintenant, on me parle de 17 lock-up. Qu'est-ce que c'est exactement, Éric Joly? Est-ce que ça veut dire que dans quelques mois, tout le monde va vendre en même temps ?» Non, certainement pas. En fait, les lock-up, c'est réservé, si je puis dire, aux investisseurs de la première heure. Donc, je ne parle pas des gens qui ont acheté vendredi dernier ou qui viennent d'acheter. Non, non, ce sont... Donc c'est bien souvent des fonds. Avant l'introduction. Oui. Vous avez par exemple un holding Scottish Mortgage qui détient une position en SpaceX. Ce genre de fonds peut éventuellement vendre, mais c'est bien souvent aussi le cas des gens, des employés de la société qui ont reçu des titres. C'est ce qu'on voit sur le graphique. On voit sur le graphique ici, il y a plusieurs périodes. On ne peut pas vendre directement, mais des périodes de blocage. Il y a des périodes pour céder ses actions. Blocage, pour céder, bien souvent, c'est après la publication des résultats trimestriels. Et vous voyez, il y a une évolution dans le temps. Et ça sera très intéressant à partir du moment où les premières ventes de la période de lock-up seront réalisées. Je pense que ça risque quand même de mettre la pression sur le titre, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a que des acheteurs. Ah oui. Et il y a des acheteurs, notamment pour d'ici quelques jours. Même si l'action a baissé un petit peu là. Le Russell. Et donc, il y a beaucoup d'acheteurs, il n'y a quasiment pas de vendeurs. Ça risque peut-être de changer à partir du moment où la première période lock-up sera ouverte. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour stabiliser les débuts ou comme... Oui, c'est pour stabiliser le début. Et rassurer aussi le marché, parce que sinon, on peut croire que les fondateurs ou les employés de l'entreprise vont directement vendre leurs actions au plus haut. Alors que ça rassure qu'ils sont obligés de garder leur action, en fait. Tout à fait. Et prévenir aussi en cas de vente, les insiders, ça aussi, il faut rappeler, doivent chaque fois prévenir des semaines auparavant pour la vente. Exact. Et donc voilà une réponse plutôt rassurante. On passe au chiffre du jour. Et ce chiffre, c'est pour vous, Pierre Puy-Basset, c'est 2,1%. Cela correspond à quoi? Expliquez-nous. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis tombé sur ce tableau et je trouvais que c'était intéressant de le partager. 2,1%. Vous savez que qui passe sur l'écran. Donc 2,1%, c'est ce que représente en pourcentage du PIB les projets de dépenses, d'investissement de 4 entreprises en 2026 aux États-Unis. Meta, Amazon, Microsoft et Alphabet. On parle de 750 milliards de dollars. Ce qui est intéressant, après, c'est de comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est des sommes qui sont énormes. Et donc, avec quel genre d'événement, en fait, structurel, dans l'histoire des États-Unis, ce montant d'investissement peut se comparer. Et on voit qu'il y a quelques événements qui sont décrits sur ce tableau. Entre autres, l'investissement entre 1850 et 1959 aux États-Unis sur le ferroviaire américain au moment de la révolution du ferroviaire représentait 2% du PIB. Donc c'est plus sur cette révolution sur 9 ans. Sur 9 ans. Là, on parle d'une dépense de 2,1% sur un an. L'investissement entre 55 et 70 sur les autoroutes et le programme autoroutier américain, qui a été un programme d'infrastructure structurelle pour les États-Unis, c'est 0,4%. Donc ici, c'est une révolution industrielle?
l'investissement d'Apollo pour le programme spatial entre 60 et 73, c'était 0,2%. Donc ça montre à quel point ça peut changer encore la société américaine, quoi. Hein, on le sait, sur les marchés, c'est très important. Ça pose plein de sujets parce que, en fait, pour financer ces programmes d'investissement, ces entreprises sont obligées de s'endetter et en fait, elles sont en train de revenir sur le marché obligataire. D'ailleurs, on se rend compte que derrière la très forte croissance de résultats du début de l'année que l'on a aux États-Unis, en fait, la croissance de cash flow n'est pas du tout au même rythme. Hein. Je crois que vous êtes d'accord, Eric. C'est vraiment un des sujets. Donc, on voit en tout cas l'importance majeure que représentent ces programmes d'investissement pour l'économie américaine. Ça fait peur parce que comparé aux dépenses en Europe, on est très loin de tout ça, donc c'est montant. Donc, ça veut dire que les Américains, en matière de IA, leurs plateformes américaines vont toujours garder cet avantage et on aura un manque de souveraineté sur l'IA en général. C'est certain qu'on est un peu loin du sujet en Europe, hein, même s'il y a une mobilisation, la question de la souveraineté européenne. Milliards, on ne parle pas du tout du même type de montant en absolu, c'est toujours le même problème, hein, même si on parle en pourcentage, ça ne fait pas forcément les mêmes sommes en absolu. Non, on est toujours, mais quel que soit finalement, c'est pas une histoire nouvelle, c'est ce qui nous, c'est d'une certaine façon ce qui pèse sur l'Europe, même, et c'est aussi la raison de la constitution de l'Europe, c'est finalement d'essayer d'arriver à mettre en commun des moyens financiers pour avoir à peu près les moyens des États-Unis, sauf qu'on n'y arrive pas beaucoup. Eh bien, on en reparlera bien sûr dans cette émission. Merci à tous d'avoir participé à Parlons Cash, que vous pouvez revoir tout au long du week-end, mais aussi sur ln24.be et sur YouTube. Tout de suite, Parole d'expert. Excellente soirée. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Stéphane Van Tilborg, country head Benelux de la financière de l'Échiquier, pour nous parler d'un investissement à long terme, l'écosystème spatial. Stéphane, une question simple pour commencer. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'investissement spatial ? Alors l'investissement spatial, Taras, ça recèle d'opportunités. Les enjeux spatiaux ont vraiment grandi, que ce soit par la taille ou par la nature même des enjeux. On est passé d'une économie spatiale 1.0 qui ressemblait plutôt à une économie dirigée. Hein. C'était le public qui gérait ça. Subventionné. C'était très subventionné, exclusivement subventionné, à une économie spatiale 2.0 avec l'émergence d'acteurs privés. Les opportunités sont vraiment incroyables. La course à l'espace est véritablement relancée. L'actualité, il y a plein d'histoires sur l'espace. Les acteurs sont de plus en plus présents, les acteurs privés sont de plus en plus présent aussi, le marché grandit. On pense que ce marché va grandir de 10% par an pendant une dizaine d'années. À l'horizon 2035, le marché de l'économie spatiale devrait flirter avec les 2000 milliards de dollars. C'est énorme. On pense qu'à 2040, les revenus générés par ce marché devraient dépasser les 1000 milliards de dollars. Donc les enjeux sont colossaux, les perspectives sont colossales. Et maintenant, quand on voit l'arrivée en bourse de SpaceX, par exemple, ça a changé le paradigme. Alors, le gros mérite de ça, c'est l'éclairage qu'on a sur le secteur. On a vraiment un gros coup de lumière. C'est une belle publicité. Les investisseurs s'intéressent de plus en plus à ce marché-là. Donc, ça amène de l'argent. Ça, c'est intéressant. Ça amène de la profondeur dans le marché. Ça amène de la liquidité dans le marché. Et surtout, l'univers d'investissement est occupé à s'étoffer. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. En tant qu'investisseur institutionnel, pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir un univers d'investissement qui est large. Et comment à la financière de l'Échiquier vous positionnez pour capter les opportunités qu'il y a dans ce marché qu'on maintenant commence à connaître et à découvrir tous? Oui, alors, Tara, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 ans, la financière de l'Échiquier lançait la première stratégie d'investissement dans l'écosystème spatial. Je me rappelle très bien, oui. Ouais, c'était il y a 5 ans. On fête les 5 bougies, on a soufflé les 5 bougies. On a fait une interview des gérants d'ailleurs. Exactement. Et la stratégie aujourd'hui dépasse 650 millions d'actifs sous gestion, donc c'est un vrai succès commercial. Alors je disais, le mot écosystème est vraiment très très important. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'ensemble de l'économie, avec effectivement des pure players, des acteurs clés du développement spatial. On pense à ceux qui font des fusées, on est investisseur de Rocket Lab, on est investisseur de Firefly Aerospace. Mais il y a aussi les satellites, et puis il y a ceux qui ont de l'activité, entre guillemets, industrielle
dans l'espace. On a Planet Lab qui fait de l'imagerie spatiale en regardant la Terre. Mais pas seulement les pure players, on va aussi regarder les acteurs qui sont en amont, ceux qui contribuent à cette chaîne de valeur, voire ceux qui sont en aval, les clients qui vont bénéficier. À titre d'exemple, on a Intuitive Machinery qui fait des capteurs solaires pour l'industrie spatiale. Ceux-là, ils sont en amont. Et en aval, on peut un peu bizarrement nommer John Deere, le fabricant de tracteurs. Fabricant de tracteurs. Pour une agriculture de précision, les tracteurs reçoivent des informations, des données qui viennent de l'espace. Alors, et pour illustrer, pour nos téléspectateurs, un pan concret de cet écosystème? Alors, comme je le disais, l'écosystème, c'est l'entièreté de la chaîne de valeur. Ouais. On a des lanceurs, on a des satellites, mais on a aussi ce qui concerne l'exploration spatiale. Et quand on parle d'exploration spatiale, maintenant, on parle d'économie lunaire. C'est un nouveau terme, ouais. Mais c'est l'exploitation de la Lune, une exploitation industrielle de la Lune. L'homme va revenir sur la Lune. À l'horizon 2028, une mission Artemis va renvoyer des hommes sur la Lune. C'est depuis 1972 la dernière fois qu'on a été sur la Lune. Mais contrairement à la première fois, on n'y va pas pour planter un drapeau, on y va réellement pour avoir un développement économique. Et donc il y a plein de missions connexes. On va lancer des satellites en orbite lunaire pour la communication sur la Lune. Ouais. Ces satellites vont aussi servir à la communication avec la Terre depuis la Lune. Et nous allons investir dans des entreprises qui ont partie prenante dans ce projet, notamment Firefly Aerospace, qui crée des véhicules d'alunissage qui vont permettre aux gens d'explorer la Lune. Donc, et la Lune, vous devez savoir aussi que ce sera probablement la base de lancement pour ce rêve cher à notre ami Elon Musk, qui est d'aller coloniser Mars. Et donc, les fusées pourront partir de la Lune. Gravité moins forte, moins d'énergie dépensée au décollage et donc les perspectives pour aller vers Mars. Donc, en tant qu'investisseur, les perspectives sont incroyablement énormes. Il faut la connaissance. Il faut une connaissance. Un gérant actif dans ce cadre-là, c'est probablement ce qu'il y a de meilleur. À la Financière de l'Échiquier, 5 ans d'expérience dans l'investissement dans l'économie spatiale. Merci beaucoup Stéphane Tilborg. On se retrouve la semaine prochaine pour Parlons Cash.